écran, on ne le voit Ouais, pas. ouais, ce que vous voyez là. Parfait. Ok. Alors, Allez, allez, bon cours à tous. Bon courage. merci. Alors, lipides. Bon, deux parties, deux grosses parties. Vous avez la première partie sur vraiment les structures. Je vous ai remis mes fiches que moi j'avais faites avec tout ce qui est vraiment à apprendre par cœur, par cœur. Et la deuxième partie qui est tout en bas sur. Attendez que je vous la retrouve. Deuxième partie donc sur les lipoprotéines, les métabolismes, le cholestérol, etc., etc. Donc, on va commencer. Alors, acides gras, dérivés. Bon, déjà, vous avez des lipides simples et on a des lipides complexes. Dans les lipides simples, on va avoir les acides gras et après, on a soit des acides gras saturés, soit les insaturés. On va avoir la série oméga-6 et les séries oméga-3 et les stérides. Donc, tout ça, c'est pas des formules, mais vous allez devoir les apprendre par cœur. Vous allez devoir les connaître parce qu'on peut vous demander, comme je vous ai montré, comme je vous montre ici, on va pouvoir vous demander C16 1,9, qu'est-ce que c'est? C18 1,9, qu'est-ce que c'est? Ou alors, est-ce qu'on va vous dire l'acide 9,10 déhydrohexadécanoïque peut aussi se mettre sous la forme C20. Ou alors, on va vous dire le C18, ça, c'est de la série oméga-6. Ou ça, c'est de la série oméga-3. Donc vraiment, ça, c'est à apprendre par cœur. Enfin, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup à apprendre. Je vais vous les montrer. Et une fois que vous les connaissez. Et de toute façon, au moins, c'est des points faciles, si je puis dire. Donc voilà, là, j'ai fait la liste des insaturés et des saturés. Voilà, on va commencer direct. Donc, Juste Emmanuel, tu sais, oui. sur YouTube, souvent, quand tu zoomes pas, on voit un peu flou. Donc n'hésite pas, quand il y a des trucs comme ça, à zoomer, comme ça, on Ah, voit ok. bien. Voilà, merci Allez, beaucoup. ça va. Ça va. Donc, on commence. Donc, on nous dit qu'on a deux sources de lipides, les lipides alimentaires et les lipides endogènes, donc ceux qui sont synthétisés par l'organisme ou alors ceux qu'on mange, tout simplement. Donc, on vous dit que le rôle principal des triglycérides et des acides gras, c'est de fournir de l'énergie à l'organisme. Ok, ok, ok. On vous dit qu'ils proviennent donc de trois sources, de l'alimentation à 40%, euh, des gouttelettes lipidiques et des graisses nouvellement synthétisées par l'organisme. Ok. Donc, on vous dit qu'ils sont en majorité et surtout les acides gras hydrophobes. Donc, on nous dit qu'on a des lipides simples et des lipides complexes. Ok, jusque-là, rien de fou, rien de compliqué. Ensuite, on nous parle des lipides simples. Donc, on commence par les acides gras. On nous donne la formule générale, c'est RCOOH. Euh, voilà, à connaître. On nous dit aussi que la première catégorie d'acides gras, ça va être les saturés à chaîne linéaire, donc à chaîne droite. Donc cette formule-là, elle est à prendre aussi. CnH2nO2, c'est-à-dire qu'à partir où N, c'est un nombre pair qui va être compris entre 4 et 36. Donc tout va découler pour le CnH2ON, ok? H2NO2. Donc on vous dit que ça exclut l'acide acétique parce que l'acide acétique, il n'a que deux N, ok? Donc, on vous dit que la nomenclature, on attribue le numéro 1 au carbone du carboxyle terminal. Ok, 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 on s'en fout. Carbone alpha, on vous dit que c'est le plus proche du carboxyle. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que quand on va les nommer, quand on va faire la nomenclature, ça va être celui-là, là, celui qui est ici. Ok. Le dernier carbone, on vous dit que c'est une exception et qu'on va l'appeler alpha, oméga, pardon. Ok. La lettre oméga. On vous dit aussi que le carbone alpha, il correspond au carbone numéro 2, que le carbone bêta, il correspond au carbone numéro 3, et ainsi de suite avec toute toute l'alphabet grec ou je sais plus quoi, latin, jusqu'à la fin, donc jusqu'à oméga. Donc on vous dit qu'ils portent tous un nom systémique qui va traduire le nombre de carbone et aussi un nom commun qui va traduire leur origine. Par exemple, on vous dit que l'acide palmitique, donc on va retrouver dans l'huile de palme, ou l'acide arachidique qu'on va retrouver dans l'arachide. Ok. On passe au saturé donc. On vous dit que ce sont des acides gras de 4 à 10 carbones. Donc, saturé, trois catégories. On va avoir les 4 à 10 carbones qui sont dans le lait, les dérivés, les 12 à 24 carbones qui sont dans les huiles et dans les graisses, donc dans les huiles végétales et les graisses animales, et de 26 à 36 carbones, donc vraiment ceux qui sont plus élevés au niveau du carbone. Ça, c'est que les cires. Et parti faire les courses. Pardon?
Ouais. Quoi? Bruno, tu peux désactiver ton micro? Sauf si tu as une question à poser, mais je crois que tu t'es trompé. Ok. Donc, et les 26 à 36 carbone, qui sont les constituants des cires, et ceux-là, on les utilise pas, enfin, nous, on les mange pas, on mange pas la cire, donc c'est pas une réserve énergétique. Donc là, on vous dit que ceux qui sont à retenir, on a le butanoïque 4 carbone, le décanoïque 10 carbone, l'hexadécanoïque, l'octodécanoïque, écosanoïque et docosanoïque. Donc ça, vous les avez, on vous les a donnés dans le poly. On ne vous demande pas d'apprendre les points de fusion, les noms communs. On vous demande vraiment d'apprendre la formule brute. Bah, à partir du moment où vous savez que le butanoïque, c'est 4 carbones, forcément, vous pouvez en déduire le reste grâce à cette formule-là. OK. Donc, voilà, le butanoïque, beurre, vous connaissez ça, ça, voilà. Il n'y en a pas beaucoup. C'est ceux avec la flèche qui vous ont mis dans le poly. OK. Donc, ensuite, on passe aux acides gras insaturés. Donc, on a soit des monoinsaturés, soit des polyinsaturés. L'insaturation, c'est quoi? Ça veut dire que la molécule, elle ne va pas contenir le nombre maximum d'hydrogène qu'elle peut normalement. Donc, on vous dit, dans la majorité des cas, l'insaturation est de type éthylénique, donc avec une double liaison. Ça veut dire que comme on a une double liaison, forcément, on a 2 fois moins d'hydrogène. Ok, on précise également, donc dans la nomenclature ici pour les insaturés, on va préciser le nombre de liaisons doubles et leur position. Donc pour décrire la position, hein, soit on a les chiffres arabes, soit on a les lettres grecques, rien de fou non plus. Donc là, on vous dit que dans ce cas, les acides gras seront dits de la série oméga Y, où Y est obtenu en faisant la soustraction entre le numéro du premier carbone de la dernière double liaison en partant du carboxyle, moins le nombre total de carbone. Donc, vous partez là, vous faites le 16-9. 9-16. OK. Donc, on vous dit que c'est 6 qui est le plus représenté. Ça tombe, hein, c'est pas le trans. On dit que le trans, il est dangereux, en gros, il est délétère pour la santé. Là, s'il n'avait plus, c'est pas moi qui dois passager. Qui c'est qui contrôle la voiture? Le responsable, c'est le conducteur. Non, non, non. Bruno? Bruno? Ah, il n'a pas désactivé ça. Attendez. Il a dit quoi, Joanne? Il a une réponse ou pas? Ah, bien, ça vient. Il est où? Alors, hein, ça commence à bien faire ça, hein? Bon, comment on fait pour désactiver là, son truc? Bon, on va bien faire. Non. Oui. Super. Ok. Donc, vous êtes là? Vous êtes tous toujours là? Ça va? Je vous ai pas perdu encore? Ok. Non. Oui, c'est bon. Donc, voilà, on vous dit que c'est les 6, c'est les bons, que nous, notre organisme, il peut seulement métaboliser les 6 et que les trans, du coup, c'est délétère et que c'est surtout dans les trucs industriels. OK? Donc, voilà, c'est comme ça, 6, ça c'est trans, OK, on s'en fout. Acides gras, donc on passe aux acides gras monoinsaturés. Donc là, je vais vous faire un... Alors, attendez. Hop. Donc, voilà. On passe sur les monoinsaturés. Ok. Donc, vous allez devoir les apprendre par cœur. Mais je vous rassure, c'est pas... Donc, vous apprenez pas ça, ça là. Ça ici, vous apprenez pas toute la forme. Ce que vous allez apprendre, vous, c'est ça, le nom en entier parce qu'on ne sait jamais. La série, voilà, que c'est du oméga-7. Puisqu'après, vous faites le 9-16. Enfin, c'est le 16-9. Enfin, oui, non, ça 9-16, donc ça fait -7. OK? Donc, acide palmitoléique. Rien de fou, hein, pareil. On vous dit que c'est 16 carbones avec une double liaison ici. C'est le nombre de doubles liaisons qui est en position d'œuf. Donc, vous venez ici donc pour regarder et vous voyez que la double liaison, elle est juste ici, donc juste après le 9e carbone. OK? Donc, acide palmitoléique ou acide 9,10-déhydrohexadécanoïque qui appartient à la série oméga-7. Donc, moi, voilà, je m'étais fait des fiches comme ça. Je m'étais fait aussi des fiches comme ça que, en gros, je prenais ma main, je cachais cette partie, je regardais que ça
Et donc, je ressortais tout ça. Et inversement, je cachais ça et je le ressortais, quoi. Donc, c'est comme vous voulez. Moi, c'était pour... je trouvais que c'était plutôt pas mal. Comme ça, le soir, on se les refait en deux. Comme ça, au moins, ça permet de ne pas oublier. Ensuite, on a l'acide oléique. Donc là, juste, vous aurez remarqué que je me suis trompée. J'avais mis insaturé, mais c'est juste saturé puisqu'on a les insaturés juste en dessous. Donc, oléique, c'est 18 carbones. Une seule, encore une fois, double liaison, qui est en position 9. C'est de l'acide 9,10 du coup, déhydrooctadécanoïque ou 9,10 déhydrostéarique. Donc, c'est la même chose, qui appartient à la série oméga-9 parce que 9-18. OK ? Là, on vous dit que c'est un acide gras très répandu dans la nature, patin couffin, ça, on s'en fout. Ensuite, on parle des polyinsaturés, donc qui sont ici. Donc, c'est seulement les polyinsaturés, on va pouvoir avoir les séries oméga-6, oméga-9. Vous retenez que les pubs, là, pour les huiles, on vous dit que c'est les sources d'oméga 3, les pubs des beurres, vous retenez que ça, c'est des insaturés, voilà, polyinsaturés. Que les monoinsaturés, ah non, je me suis pas trompée, pardon, c'est monoinsaturés en plus. C'est pas les saturés. Que les monoinsaturés, c'est que des oméga-9 ou oméga-7, ok ? Donc, on passe sur les polyinsaturés. On vous dit qu'ils possèdent donc 2 doubles liaisons ou plus, situés tous les 3 carbones généralement, genre 9, 10, 12, 13, 15, 16. On vous dit que les doubles liaisons ne sont jamais conjuguées. Pourquoi ? Parce qu'elles sont toujours séparées par un groupement méthyle. Et je vous ai rajouté ici sur mon PDF qu'en gros, c'est une alternance. Les systèmes conjugués, c'est normalement une alternance liaison simple, liaison double. Ce qu'on n'a pas ici. Okay, puisqu'ils sont séparés d'au moins un groupement méthyle. Le groupement méthyle, je vous rappelle que c'est CH3. Parmi les nombreux acides gras insaturés, donc on vous parle de l'acide diénoïque. Je ne sais pas pourquoi on vous l'a mis, parce qu'on s'en fout, c'est pas celui qui est à apprendre. Ah oui, pardon, ok. Linéloïque, oui, pardon, je l'ai mis là. Donc, vous devez apprendre le linéloïque. Vous devez apprendre également l'arachidonique, que je vous ai mis là. Le alpha-linélonique, cette fois-ci. Attention à ne pas confondre le linéloïque, linoléique, pardon, et le linélonique. Ok ? Et que aussi le alpha-linélonique, ce n'est pas le même que dans la série oméga-3, qui lui, pardon, là, on est sur gamma. Ce qui n'est pas le même que dans la série oméga-3, le alpha-linélonique. Vous voyez, je l'ai bien fait l'un à côté de l'autre pour montrer, pour justement ne pas se tromper quand on les apprend. Donc, là, donc on passe sur la série oméga-6. Donc, on vous dit que le linoléique à 18 carbones, c'est le chef de file de la série oméga-6. Donc, on vous dit qu'il est indispensable parce que l'organisme n'a pas les systèmes enzymatiques nécessaires pour positionner cette double liaison au-delà du 9e carbone. Donc, ici, la double liaison est donc entre le 9-10 et on en a une en 12-13. Donc, c'est le 12-13 que le corps n'arrive pas à faire. Donc, c'est pour ça qu'il est très important. On vous dit que c'est le précurseur de tous les acides gras polyinsaturés de la série oméga-6 et qu'en particulier de l'acide arachidonique. Donc, lui, il va faire celui-là. Donc, lui, l'acide arachidonique découle de l'acide linoléique. OK ? Tout simplement, voilà, j'ai marqué que c'est un indispensable. Je vous ai mis le 9,12 octadécadiénoïque. OK ? Ensuite, là, on vous parle de l'acide tétraénoïque, donc le C20-4, donc autrement dit acide arachidonique. Tétra, parce que 4 carbones, 4 double liaisons, pardon. Donc, c'est l'oméga-6, plus communément appelé l'acide arachidonique. OK. Donc, on vous dit que ce n'est en théorie pas un indispensable parce qu'il peut être synthétisé à partir du linoléique. Mais bon, c'est un intermédiaire important puisqu'il va nous donner les endocannabinoïdes et les écosanoïdes. Okay, donc, on vous dit que les endocannabinoïdes, c'est le truc voilà, du THC. Bon, je crois que vous ne l'avez pas au premier semestre, vous l'avez au deuxième. Mais en gros, c'est tout ce qui est tétrahydrocannabinol. Donc, en gros, dites-vous que ça ressemble un peu au cannabis, mais voilà. Voilà, principe actif dans le cannabis, dérivé de l'acide arachidonique. Ils sont ciblés par des médicaments, bref. Et les écosanoïdes, qui sont les dérivés oxygénés d'acides gras polyinsaturés à 20 carbone. OK. Donc, vous retenez que l'acide arachidonique, lui, qui découle de l'acide linoléique, lui, peut donner
donc les endocannabinoïdes et les écosanoïdes. OK? Voilà. Ensuite, on passe sur l'acide arachidonique. Donc, on reste sur l'acide arachidonique. On vous dit que c'est aussi le précurseur des leucotriènes, des prostaglandines de la série 2, attention parce qu'il y a plusieurs prostaglandines, et des thromboxanes A2, qui donc pour la coagulation. Ok, donc on vous dit que au final, les oméga-6, c'est important pour le système nerveux, pour l'équilibre cardiovasculaire et pour le système immunitaire. Ok? Niveau alimentation, on vous dit qu'on les retrouve donc dans les graisses animales, les huiles végétales, pépins de raisin, tournesol, maïs et les œufs de volaille. Ok. On passe sur les oméga-3. Donc oméga-3, attention, chef de file, c'est l'acide alpha-linolénique et non linoléique. Donc le linolénique. Donc, tout simplement, lui, il possède cette fois-ci 3 doubles liaisons qui vont être positionnées en 9, en 12 et en 15 pour 18 carbone. Donc, vous faites la comparaison entre les deux. Lui, il n'a que 18 carbone, celui-là aussi. Enfin, pardon, les deux ont que 18 carbone, sauf que lui, il n'a que 2 doubles liaisons, alors que c'est de l'oméga-6. Et lui, il va avoir 3 doubles liaisons, et c'est de l'oméga-3. Donc, vous pouvez avoir un parallèle entre ces deux-là. Donc, on vous dit qu'ils sont autant, voire plus importants. Ok, c'est le chef de file, donc le linolénique, des oméga-3. On vous dit qu'il est également indispensable. Donc, qui dit chef de file, dit qu'ils sont indispensables, ok? C'est un précurseur, cette fois-ci, de tous les acides gras insaturés mono et poly de la série oméga-3, donc forcément. Et on vous dit qu'il a 2 acides gras importants qui vont découdre de lui. Donc, l'EPA, acide eicosapentaénoïque, qui est ici, l'EPA, qui est à 20 carbone, qui va avoir 5 doubles liaisons, 5, 8, 11, 14 et 17. Et la DHA, le docosahexaénoïque ou cervonique, qui possède cette fois-ci encore plus de carbone, 22, et une double liaison en plus, positionnée. Par contre, attention, là, les doubles liaisons, elles ne sont pas positionnées pareil. Hein. En haut, donc pour l'EPA, ça commence à 5. Pour le DHA, ça commence à 4. Ça commence un truc qu'on a avant. Et à partir de là, vous comptez tous les deux. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Enfin voilà, vous n'avez pas forcément à les apprendre par cœur. Vous pouvez compter tous les 3. Enfin, tous les 2, c'est le 3e. Ok, donc on vous dit qu'il joue un rôle essentiel dans la plasticité, dans l'élasticité des membranes cellulaires, dans le développement cérébral. Pas d'un coup fin, ok. EPA, DHA, on vous dit que c'est retrouvé dans les poissons gras. Et parce que forcément, les poissons gras, ils sont. Genre le saumon, c'est riche en oméga 3. Ok, équilibre nutritionnel, on vous dit que l'équilibre optimal des oméga-6 sur les oméga-3, attention, pas l'inverse, c'est 5 pour 1. Ok? Donc ça, je l'ai marqué ici. Je ne sais pas si vous voyez, il est là. Oméga-6, oméga-5, ok. Donc ça, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont marqué là? Ouais. En gros, là, ils vous ont donné l'acide arachidonique, qu'est-ce qu'il donne, et le DHA, qu'est-ce qu'il donne. Mais ça, on s'en fout. Par exemple, on vous dit aussi que l'alimentation occidentale, elle est vraiment trop forte en oméga-6, et donc il faut plus d'oméga-3. Ok. Donc le PA et l'acide arachidonique ont été requalifiés en acide gras polyinsaturé à longue chaîne, conditionnellement indispensables. Ok, on vous dit qu'ils sont indispensables. Je connais rien de fou. Tout ça, on s'en fout. Pas très intéressant. De toute façon, vous l'apprenez. Et on peut passer à autre chose. On passe aux acides gras cycliques maintenant. Donc, on part sur les prostaglandines qui sont caractérisées par un cycle formé par 5 carbones. Ok, jusque-là, rien de fou. Dont 2 proviennent de l'arachidonique et 3 proviennent de l'EPA, puisque les prostaglandines, c'est pas le précurseur, c'est ce qui découle de l'acide arachidonique et de l'EPA. Puisque les deux, acide arachidonique et EPA, forment des prostaglandines. Ok. Donc, on vous dit que les sous-types les plus importants de prostaglandines sont E et F. Ok. Qu'on les retrouve dans les processus inflammatoires et que l'aspirine, par exemple, c'est un inhibiteur puissant de la synthèse des prostaglandines. Il agit en inhibant l'enzyme appelée la cyclooxygénase. Rien de fou. On passe aux glycérides. On est toujours sur des lipides simples, je vous le précise. Ok. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai mis?
Donc, on vous dit que ce sont des esters d'acides gras et de glycérol. Ce sont les lipides les plus représentés. En gros, c'est un ester avec un alcool particulier. Donc là, on a notre glycérol, donc tout ça, tout ce qui est en rouge, sur lequel on va venir greffer un acide gras. Donc là, on le greffe en position alpha. Donc ça va être un alpha monoglycéride. Pourquoi mono? Parce qu'on n'en a qu'un. Là, on vient en positionner deux en alpha et bêta. Donc on va vous dire que c'est un alpha-bêta diglycéride. Toujours avec notre glycérol. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, on perd nos hydrogènes. Et bien sûr, triglycérides, 3 acides gras. Tout simplement, on en a mis 3 en alpha, bêta, alpha. Alors attention, ce n'est pas alpha, bêta, gamma, hein, c'est alpha, alpha et bêta au milieu. Ok. Donc là, je vous ai mis glycérides, ester d'acide gras plus un glycérol. Donc en gros, ça dépend le nombre d'acides gras qu'on met. Donc, on vous met le plus important d'un point de vue quantitatif, ça va être les triglycérides. Ok, ça, on s'en fout. On passe aux lipides, aux stérides, pardon. Et les stérides, moi, il y avait les formules comme ça. On nous les avait mis à mon époque, enfin, il y a 2 ans. On nous les avait mis. On nous avait dit que c'était du coup des esters d'acides gras avec un stérol cette fois-ci, pas un glycérol. Là, apparemment, ils voulaient enlever. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer ou m'infirmer ce que je suis en train de raconter? Est-ce que oui, ils vous ont enlevé les stérides? Ouais. Ok. Donc, moi, ça, vous ne le gardez pas, on s'en fout, quoi. Donc, ensuite, on passe directement aux lipides complexes. Donc, les lipides complexes et ça aussi, glycérophospholipides, je crois que… Ah non, ça, c'est là. Ok. Donc, on vous dit que ça va être un lipide simple qui va associer au moins soit un phosphore, un soufre ou un azote, ou une molécule de glucides, enfin, une molécule d'ose. Après, il peut en avoir plusieurs. C'est au moins un pour que ce soit qualifié de lipide complexe. Donc, on va commencer sur les glycérophospholipides. Donc, on vous dit qu'ils dérivent tous d'une même structure de base. Ça, c'est hyper important. C'est en gros, on a notre lipide complexe et selon ce qu'on ajoute derrière, ça va prendre des noms différents. OK? Donc, par exemple, voilà, là, on nous dit qu'ils dérivent tous d'une même structure de base, l'acide phosphatidique. On vous dit que ça ressemble au triglycéride. Ça va être en gros un glycérol estérifié avec 2 acides gras. Ils vont être formés donc du glycérol avec une liaison diester. On va avoir en alpha la présence du glycérol, jamais en bêta on vous dit, qui va être d'ailleurs relié par une liaison ester. Et donc, à partir de notre acide phosphatidique, soit avec notre liaison ester, on va avoir une choline, soit avec notre ester, on va avoir une liaison, enfin avec notre liaison ester, on va avoir un inositol qui va être collé. Donc, soit phosphatidyl choline, soit phosphatidyl inositol. Ok? Jusque-là, rien de fou, hein. Donc, on vous dit qu'on va rajouter des alcools sur la structure de base pour former les glycérophospholipides avec une liaison ester, forcément. Donc, phosphatidylcholine, c'est avec la choline, tout simplement, rien de fou. Donc là, on vous met celle de base, donc la phosphatidyl, la choline et phosphatidylcholine. OK? Donc, on vous dit qu'il est estérifié par un alcool azoté. Donc, la choline, c'est un alcool azoté. Attention, c'est peut-être pas évident à comprendre, mais c'est un… Voilà, on vous le dit texto. Donc, retenez-le. OK? Ensuite, on vous dit que c'est un alcool… On s'en fout. OK, c'est tout. On vous dit que sous l'action d'enzymes spécifiques également, on peut avoir des phospholipases qui vont venir les couper partiellement. Et après, ça va nous donner des lysolécithines. OK? Bon, bref. Voilà. On vous le met, on vous le dit, retenez-le. Phosphatidyl inositide cette fois-ci, ça va être mon acide phosphatidique que je vais coller avec de l'inositol qui va me donner phosphatidylinositol. Donc, ça va être estérifié donc, par l'inositol. L'inositol, c'est un hexaalcool cyclique. C'est un cycle, quoi. Hein. Un cycle à 5 carbones. Donc, on vous dit qu'il y a la formation de phosphatidylinositol, qui sont aussi des lipides membranaires, qui vont posséder des propriétés de second messager, pour surtout le calcium intracellulaire. Là, vous pouvez faire un parallèle avec la BioC, puisqu'on vous en parle. Du phosphatidylinositol et des seconds messagers calcium, patin, couffin. Ok, donc rien de fou. Hein. Là, je vous l'ai mis quelque part. Voilà. Soit phosphatidyllinositol, phosphatidylcholine, pardon, ici. Soit phosphatidyllinositol. Et le éthanolamine, plasmalogène, je crois qu'ils vous l'ont enlevé. Donc, ça, vous pouvez barrer, puisque je ne le vois pas dans le cours. Ok. Ensuite, on passe aux sphingolipides,
toujours des lipides complexes. Alors, on vous dit en gros que le sphingolipide, ça va être l'addition d'une sphingosine avec un acide gras. D'accord? Donc, c'est ce que je vous ai mis ici. On donne ce nom à des lipides complexes. Ok. Donc, on vous dit que c'est la même structure. On vous dit que la sphingosine en phosphate intervient dans la régulation de la prolifération de la migration cellulaire. Ok, on s'en fout. Par contre, ici, attention, c'est plus une liaison ester, c'est une liaison amide. Puisque ça vous donne du céramide, ça vous donne du amide. Donc, c'est une liaison amide et non plus ester. Donc, ça, vous le gardez en tête. Donc, céramide, on vous dit que c'est les plus simples. Puisqu'en fait, on rajoute seulement un acide gras. Ok. Par une liaison amide, on rajoute un acide gras à notre sphingosine. Et le tout, ça forme du céramide. On vous dit que les céramides vont jouer un rôle de second messager. Ok, apoptose mort cellulaire programmée. Ok, jusque-là, toujours rien de compliqué. Hein. Ensuite, on a les phosphosphingolipides. Les phosphosphingolipides, oui, c'est ça. J'ai eu un bug. Phosphosphingolipides. Donc, on vous dit. Là, d'ailleurs, j'ai eu une question sur ça concernant la sphingomyéline, la différence entre la phosphocholine et la sphingomyéline. En fait, c'est juste que là, vous le voyez. En gros, vous avez votre composé de base, donc votre céramide, on vous dit que c'est le plus simple, auquel, donc, en gros, c'est notre sphingosine avec notre acide gras, auquel on va venir ajouter un acide phosphorique. Donc, en gros, notre phosphosphingolipide, c'est juste l'ajout d'un acide phosphorique qui va nous donner notre sphingomyéline. OK? Donc, on vous dit qu'elles sont représentantes du tissu nerveux, gain de myéline. OK. Rien de fou. On passe au glycosphingolipides. Alors, je sais que j'avais un petit truc sur ça. Glycérophosphatido, plasmagène, sphingolipides. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, glycosphingolipides. Donc, on vous dit que cette fois-ci, ça va être donc des lipides complexes qui vont en plus du truc de base qui est le céramide qui est composé par notre sphingosine avec notre acide gras, on va rajouter un ose. Donc là, ici, c'est la galactose. Ça peut être n'importe quoi. Non, je crois que c'est que des galactoses, pardon. Non, c'est un ose, c'est un sucre. Donc, on vous dit glycolipide neutre, nanana, et cette fois, c'est une liaison osidique. Donc, liaison osidique. Donc, là, on a notre liaison ester avec notre acide gras. On vous a dit qu'en haut, quand on ajoute un acide phosphorique, c'était une liaison amide. Entre notre sphingosine et notre acide gras, c'est une liaison amide. Donc là, on a bien notre liaison amide, auquel on va rajouter une nouvelle liaison osidique. Donc osidique, forcément pour les sucres. OK? On vous dit que ce sont des acides gras saturés, le plus fréquemment entre 22 et 24 atomes de carbone. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Encore du blabla. Comme on n'a qu'une heure, je vais essayer d'être succincte. Ça, on s'en fout. Solubilité, on vous dit qu'en gros, les lipides, ils sont insolubles dans l'eau. Donc, en gros, ils sont hydrophobes, apolaires. C'est ça que vous retenez. Et vous retenez que au plus la chaîne hydrocarbonée, elle est longue de l'acide gras, au plus le lipide il sera apolaire. Donc, au plus, là, je remonte. Au plus notre acide gras ici, il est long. Et au plus tout notre truc, forcément, est apolaire. Tout notre lipide est apolaire. On vous dit qu'il y en a certains qui sont amphiphiles, donc ils se démarquent. Hydrophobes, hydrophiles. Voilà, ça veut dire qu'en gros, ils ont une partie hydrophobe et une partie hydrophile. Et on vous dit que c'est le cas des lécithines et des alpha et bêta monoglycérides. Donc, si on remonte, ceux-là, des alpha et des bêta monodiglycérides. Donc, c'est soit l'acide gras il est là, soit il est là, puisqu'on vous dit que c'est des monoglycérides et non des diglycérides. OK? Donc, soit il est en position alpha, l'acide gras, soit il est en position bêta. C'est bon, je vous ai toujours? Vous n'êtes pas perdu? C'est très simple. Hein? Dites-moi. Oui. Ok, super. Ensuite, on va voir des propriétés chimiques.
Là, franchement, j'ai rien à vous expliquer. Juste, voilà, vous apprenez. On vous dit que les acides gras insaturés, les insaturés, hein, ils subissent le processus d'oxydation de façon normale. Donc, c'est le rancissement des lipides, ce qu'on appelle, à cause de leur double liaison. Donc, c'est l'oxydation, peroxydation, ok. Et on vous dit que la vitamine E, c'est un antioxydant. Donc, justement, on a besoin d'antioxydants pour notre corps, pour éviter justement que tout parte en que ça fasse des ROS, peroxydes, vous savez, les radicaux libres, etc. Ok. Ensuite, propriétés biologiques des lipides. On vous dit que, comparé aux réserves glucidiques qui, elles, ne durent qu'une journée, les réserves lipidiques, ça peut nous durer plusieurs mois. Donc, c'est vraiment ce qui se... Ça, c'est pas du tout pareil. On vous dit que le tissu adipeux, pardon, c'est surtout des triglycérides, du coup. Et que la majorité de nos réserves, c'est des lipides. Donc, rien de compliqué. Éléments de structure. Donc, comme par le fait que ce soit des molécules hydrophobes, elles vont avoir besoin de micelles, par exemple, donc comme on vous dit ici, pour les faire passer à travers les membranes. Donc c'est le cas, on va avoir des micelles, donc pour les bêta-monoglycérides lors de la digestion. Après, on nous parle de la bicouche mi-membranaire et du liposome, mais ça, on s'en fout. Liposome, d'ailleurs, au pire, vous pouvez faire un parallèle avec la biocelle. Éléments de signaux intracellulaires, on nous dit aussi que les lipides sont des éléments de signaux intracellulaires, aussi bien dans les cellules que dans la circulation sanguine. C'est-à-dire que quand on va les retrouver, le corps il va les reconnaître et de par la reconnaissance de ces lipides, va pouvoir synthétiser des enzymes qui vont être capables de venir les dégrader, selon les besoins. Okay, donc ça, c'est les phospholipases, ce qui vient de dégrader. Ça, apprenez-le bien. Parce que si vous savez le refaire, vous ne vous ferez pas avoir. Donc, on vous dit qu'on a 4 types de phospholipases. La phospholipase A1 qui va hydrolyser la liaison ester du carbone alpha du glycérol. Elle va donc libérer une molécule d'acide gras. Forcément, elle coupe l'acide gras. Donc, elle coupe la liaison ester. On obtient une isolécithine. La A2, elle va venir hydrolyser la liaison, toujours une liaison ester, sauf que c'est cette fois du carbone bêta. Et elle va également libérer, pareil, l'acide gras. Et on va obtenir aussi une isolécithine, pareil que la A1. Maintenant, la phospholipase C, c'est là aussi où vraiment vous pouvez faire des liens avec l'UE1 et avec la biocelle, parce qu'on vous parle de cette phospholipase C. Donc, on vous dit que ça hydrolyse la liaison. C'est toujours une liaison ester. Cette phospholipase-là, c'est toujours des liaisons ester qu'elles vont venir hydrolyser. Et donc, pour la C, elle va venir hydrolyser la liaison ester qui se trouve entre l'alcool du glycérol, donc l'OH, et l'inositol phosphate, dont on vous a parlé tout à l'heure. On va obtenir un diglycéride, appelé le diacylglycérol, le DAG. Ça, le DAG, ça doit vous parler. Et la phosphocholine. OK ? Et la D, hydrolyse de la liaison ester entre le phosphate, cette fois-ci, et la choline, qui va libérer la choline en générant l'acide phosphatidique appelé phosphodiacylglycérol. Cette fois, c'est pareil que le diacylglycérol, sauf qu'on a le phosphate avec. Donc voilà, je vous les montre. Phospholipase C qui va venir couper la liaison ester entre l'alcool du glycérol, ici, et l'inositol phosphate, ici, qui est ici. Et la D qui va venir couper la liaison ester entre le phosphate, qui est ici, et la choline, qui est ici. OK ? Schéma ci-dessous, bon alors ça c'est vous, s'il a des... mais je pense pas qu'il est pas... il y a marqué pas détaillé, non, pas détaillé, on s'en fout. Ok, ce qui nous amène à la partie 2. Donc tout ce qui est lipoprotéines, stéroïdes, cholestérol, digestion, métabolisme, catabolisme, ok. Ça, je l'aimais bien, le deuxième, parce qu'il était bien concret, donc moi je sais que je l'adorais ce lipide. Ok, alors on passe sur le noyau stérol. Donc, noyau stérol, 17 carbone, rien de fou, rien de compliqué. Je sais que j'adore dire rien de fou, mais c'est vraiment, c'est pas compliqué, c'est que du bachotage pour le coup, vous n'avez pas grand chose à comprendre. Noyau stérol, 17 carbone. On vous dit que dans le cholestérol. Alors, moi, personnellement, là, je ne l'ai pas remise, la forme, je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais dû l'arracher de mon pays. Mais cette forme-là, je l'ai prise par cœur. Et l'argostérol, je l'ai prise par cœur. Je savais les refaire parce que. Je trouve que c'était intéressant et en plus on ne sait jamais si vous sort la molécule comme ça. Ok, c'était intéressant aussi pour ne pas se tromper au niveau des
des groupements méthyl, des doubles liaisons. Donc, moi, je l'avais appris par cœur et pour avoir aussi le nombre de carbone, comment je l'ai calculé et tout. Pareil pour l'ergostérol, puisqu'on vous dit que le cholestérol, c'est... On a donné pour contrôler votre écran. Ok. Donc, on vous dit que dans le cholestérol, on a deux groupements méthyl, donc on vous les entoure, qui vont être en position 10, ici, et en position 13. Ainsi qu'une chaîne latérale qui est ici, toute celle-là, là, j'arrive pas, mais toute celle-là, qui est constituée de 8 carbones, et cette chaîne latérale, elle est en position 17. Donc au total, on vous dit qu'on a 27 carbones dans le cholestérol. Maintenant, on vous dit que pour les plantes, c'est l'ergostérol. Cette fois, lui, il a un méthyle en plus dans sa chaîne latérale, qui est ici. Et en plus, il a une double liaison. Alors qu'ici, on n'en avait qu'un. OK? Donc, il a 28 carbones. On vous dit que le cholestérol estérifié, c'est un stéride, c'est-à-dire que c'est un lipide vrai à prendre par cœur parce qu'on vous le demande. Et on vous dit que le cholestérol non estérifié est libre. C'est le cholestérol libre, tout simplement. OK? Donc, l'estérification, elle est là, entre les deux. Je ne sais pas si vous voyez. Là, là. OK? Biosynthèse du cholestérol. Donc, la biosynthèse du cholestérol à apprendre par cœur, bien évidemment. Donc, j'ai fait une fiche qui est ici. Voilà. Donc, il y a 4 étapes. C'est pas grand-chose. Et puis voilà. Donc, là, on s'en fout. Donc, on passe sur la première étape. Donc, on vous dit que pour la biosynthèse du cholestérol, la première étape, c'est la condensation en 2 molécules d'acétyl-CoA. Donc, on a la condensation de 2 molécules d'acétyl-coenzyma qui va donner l'acéto-acétyl-CoA ou bêta-cétobutyrylcoenzyma, on s'en fout. Donc, on vous dit que c'est grâce à une thiolase. Donc, on vous met réaction réversible catalysée par une thiolase. Cette réaction n'engage pas encore la cellule vers la synthèse de cholestérol. Donc, pour l'instant, on n'a rien fait encore. À l'étape 1, on a juste condensé 2 molécules d'acétylcoenzyma en une d'acéto-acétylcoenzyma. Deuxième étape, c'est la formation d'hydroxyméthylglutárylcoenzyma ou HMG-CoA. OK ? Donc, cette fois, on condense une molécule d'acétylcoenzyma avec notre acéto-acétylcoenzyma qu'on avait condensé juste au-dessus, donc c'était nos 2 molécules d'acétylcoenzyma, qui va nous donner donc l'HMG-coenzyma. C'est une réaction cette fois-ci irréversible, elle est irréversible, qui va être catalysée par l'HMG-CoA synthase. Et là, à partir de l'étape 2, ça va engager la cellule vers la synthèse de cholestérol. Donc là, elle est dirigée, ça y est, elle y va. On vous dit que ces rajouts, là, on passe de 4 à 6 carbones. OK. Et ça induit également la libération d'une molécule de coenzyme. La troisième étape, ça va être la réduction de l'HMG-CoA qui va nous donner du mévalonate à 6 carbones. Cette fois-ci, c'est les 2 et 3 étapes. La deuxième et troisième étape sont toutes les deux des réactions irréversibles. Donc, cette réduction, elle est catalysée par l'HMG-CoA réductase. Simple, hein, le 2, c'est l'HMG-CoA synthase. La 3, HMG-CoA réductase. Par contre, on a besoin de 2 NADPH. Okay. Et on vous dit que l'HMG-CoA réductase, elle est inhibée par le rétrocontrôle quand on a trop de cholestérol. Et donc, c'est la cible des statines. OK. Voilà, c'est marqué là. À son niveau, s'exerce le rétrocontrôle négatif si on a trop de cholestérol libre au niveau cytoplasmique. Donc, elle est rétro-inhibée. Voilà, statine, réaction irréversible, acide mévalonique ou mévalonate. Donc, c'est bien ce qu'on vous donne ici. A, 6 carbones. Et la dernière étape, donc c'est la 4e étape, c'est la décarboxylation du mévalonate. Donc, en gros, le mévalonate, il va être décarboxylé par 4 réactions successives qu'on vous donne, qui sont juste en dessous, qui va finir par nous obtenir, on va finir par l'obtention d'une unité isoprénique à 5 carbones. Donc, non, pardon, on ne vous les donne pas ces 4 réactions successives de l'étape 4. Là, ça, c'est ce qui se passe de toute la synthèse du cholestérol. Donc, on partait de l'acétyl-CoA, on arrive au mévalonate. Ah non, pardon, c'est ça. C'est les 4 réactions successives.
de la décarboxylation du mévalonate, donc acétyl-CoA, mévalonate, isopentanyl pyrophosphate, squalène et cholestérol, forcément à la fin à 27 carbone. Ok, et on vous dit que la seconde partie de la formation du cholestérol est hors concours. Alors je crois que c'est ça, du coup, qu'on ne vous a pas donné, parce que moi je vois rien d'autre. Le devenir maintenant du cholestérol. Donc j'ai fait ce schéma et j'avais fait ce schéma. Ouais. Donc le cholestérol à 27 carbone. Important que vous connaissiez le nombre de carbone à chaque fois. On vous dit donc que le cholestérol, c'est un constituant essentiel des membranes cellulaires, mais c'est également un précurseur d'hormones et de vitamines. Donc, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ce cholestérol? Eh bien déjà, il va pouvoir nous faire nos hormones au niveau des gonades. Donc, c'est ce que j'ai marqué là. Donc, le cholestérol, il va être décarboxylé en prénylonone à 21 carbone. Et à partir de là, on va partir sur de la progestérone au niveau des gonades ou sur de la testostérone. Donc, soit ça part sur de la progestérone et après ça peut se transformer en testostérone, soit ça part direct en testostérone qui, attention, a 19 carbone. Et ensuite, la progestérone. À partir de la progestérone, ça peut nous faire de l'aldostérone ou du cortisol. Ça va être dans les glandes cortico-surrénales et non plus dans les gonades. Et la testostérone, ça peut nous faire de l'ostradiol à du bicarbone et ça se fait aussi dans les gonades. Donc, c'est ce qu'on vous met ici. La progestérone, les oestrogènes, dont le plus important c'est l'ostradiol, les androgènes, testostérone, ok. Donc, on met l'accent aussi sur le 27 carbone au 21 carbone, le 21 au 19, le 19 au 18. Ok, ça doit être compris, ça doit être appris. Donc, on revient là. Donc, à partir de notre cholestérol à 27 carbone, je pars en prénylonone grâce au cytochrome P450. Donc, c'est ce qu'on vous met là. SCC, c'est Side Chain Cleavage, pour en gros coupure de chaîne latérale, puisqu'on passe de 27 carbone à 21 carbone. Donc, c'est bien qu'on a coupé quelque chose. Donc, nos cytochromes P450, ce sont des petits ciseaux. Okay. On vous dit qu'il y a 3 activités enzymatiques et qu'on a la perte de 6 carbone pour arriver à la prénylonone. Ok. On vous dit donc que c'est le premier intermédiaire et que l'action principale, ça va être de cliver la chaîne latérale pour obtenir un produit moindre, avec moins de carbone. Ok. Sous l'action d'un autre cytochrome, à partir de notre prénylonone, parce qu'on part en DHEA à 19 carbone avec un nouveau cytochrome P450 C17. Là, vous rajoutez le C17. Là, c'était du cytochrome P450 side chain cleavage pour faire de la prénylonone. Pour faire de la prénylonone à notre DHEA, c'est du P450 C17. On vous dit que lui, il a 2 activités enzymatiques et qu'à partir du 21 au 19, on repère encore une fois 2 carbone. C'est la déhydroépiandrostérone. Donc, on vous dit que ces étapes et ces enzymes, elles sont communes aux gonades et aux surrénales. On vous dit que la DHEA, c'est un androgène faible qui va pouvoir après se faire transformer en androgène plus fort. Ok? Donc, ça se fait ensuite. On vous dit aussi que c'est un précurseur de la vitamine D. Donc, ça, rien de fou. Donc, on obtient du cholécalciférol ou de la vitamine D3. Synthétisée soit de manière endogène, soit la vitamine D peut être amenée par l'alimentation. Ok, super. On vous dit que l'hydroxylation au niveau rénal, c'est le facteur limitant de l'activation de la vitamine D, parce qu'en gros, la vitamine D, elle se fait surtout au niveau endogène, c'est-à-dire elle va se faire au niveau de la peau, avec les rayons du soleil qui vont venir au niveau de la peau, couper les chaînes de la mélanine ou je sais pas quoi, et qu'en gros, ça nous fait de la vitamine D et que c'est très important. Les carences en vitamine D, c'est des hypovitaminoses qui peuvent provoquer des rachitismes. Non, pardon, qui entraînent une fragilisation de l'os. Et c'est entraîné par le rachitisme des enfants. Chez les personnes âgées, c'est l'ostéoporose. On vous dit que plusieurs études... Ok, on s'en fout. Les autres vitamines liposolubles, on va avoir les vitamines A, E et K qui ont une structure commune. Et on nous dit que le rôle de la vitamine E dans la peroxydation lipidique a été vu précédemment, donc c'est un antioxydant. Ok. Lipoprotéines. Ok. Donc juste voilà, là je reprends parce j'ai pas fini sur celui-là. Prénylonone, partir en progestérone, aldo ou cortisol. Prénylonone en testostérone, œstradiol, œstrone ou œstradiol. Ok.
Donc là, on est sur... Ah bah ça, c'était le cholestérol. Et là aussi, le cholestérol, je l'ai fait 5 fois. Bon, c'est pas grave. Donc, on n'a pas encore fait lui. Du coup, on vous dit que les lipoprotéines... Non, pardon. Que les lipides vont être distribués aux cellules de l'organisme par l'intermédiaire des acides gras qui vont couvrir les besoins énergétiques, donc. Du lieu de production, les lipides vont, donc ils sont très hydrophobes, donc ils vont devoir être véhiculés dans quelque chose puisqu'on est dans un milieu aqueux. Donc, comment les transporter? On va avoir par le corps la création de structures moléculaires particulières qui sont appelées les lipoprotéines. On nous dit qu'on trouve aussi du cholestérol libre qui porte le nom d'apoprotéines. Ok. Ou apolipoprotéines. D'accord. Donc, les lipoprotéines, on nous dit qu'elles vont être classées selon leur densité. Donc, on a des densités légères et des densités vraiment lourdes. On nous dit qu'au centre, donc, on va trouver les lipides hydrophobes, qui sont essentiellement des triglycérides. Et on va avoir du cholestérol estérifié. Ok. Donc, les particules les moins denses, ce sont les kilomicrons. C'est les moins denses. Ensuite, on a les VLDL, les LDL et les HDL. Donc, les HDL, c'est les bons lipides. Et les VLDL et les kilomicrons étant non, pardon, qu'est-ce que je raconte? HDL, c'est les High Density Lipoproteins. C'est ceux dont on va vouloir se débarrasser, justement. Ok? Donc, on vous dit que notre alimentation apporte des lipides essentiellement sous forme de triglycérides, cholestérol libre, nanana. Bon, tout ça, je ne vais pas vous faire la lecture, hein, vous l'avez lu, vous l'avez appris, donc c'est un peu naze. Métabolisme du kilomicron. Rien de bien intéressant non plus. On vous dit que on a une solubilisation sous la forme d'une lipoprotéine. La plus grosse lipoprotéine, la moins dense, la plus importante, kilomicron. Ok. Catabolisme du kilomicron. On vous dit que le catabolisme du kilomicron dans la circulation sanguine, elle est rapide, environ 1 heure, ça, on le demande. Donc, à retenir. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre d'intéressant? Rien. Ensuite, les kilomicrons ayant donné une bonne partie au tissu périphérique, ils diminuent de taille. Ils deviennent, les kilomicrons, des résidus ou remnants de kilomicrons après avoir été hydrolysés là. Et eux, ensuite, ils vont être captés par les récepteurs hépatiques qui vont reconnaître l'ApoE, puisqu'il faut connaître les marqueurs aussi sur chaque truc. Qu'est-ce qu'il y a comme marqueur? Ok. Processus de perte de lipides. Non. Ok. Que fait le foie et les hépatocytes avec les acides gras? Donc, soit il va produire de l'énergie pour les autres tissus qui en ont besoin, soit il va les stocker sous forme de triglycérides de réserve. Ou alors, ils vont servir à la synthèse donc, des corps cétoniques. Donc, soit se produit de l'énergie, soit les stocker sous forme de triglycérides, soit les corps cétoniques. Ok? Rien de fou. Métabolisme des VLDL, justement. Alors, on vous dit qu'en dehors de la période postprandiale, donc la période postprandiale, c'est la période où on vient de manger, donc juste après manger, on vous dit que c'est le foie qui va synthétiser des lipoprotéines en continu. Ok, en continu, vraiment important. Et ces lipoprotéines qu'il va synthétiser en continu, ce sont les VLDL. Ils vont être libérés dans la circulation générale avec un rôle double. Fournir des acides gras au tissu périphérique qui en consomme beaucoup, par exemple les muscles. Et également l'hépatocyte qui va produire le cholestérol qui va l'inclure dans le VLDL. On a vu là un peu la tête du truc. À l'intérieur, le cœur, il est formé de cholestérol. La périphérie, elle est formée donc, par les phospholipides sur lesquels on va avoir nos apoprotéines, donc nos marqueurs si vous voulez. Et notre cholestérol, du coup, il est entre. Et à l'intérieur, on a des triglycérides dans notre cœur aussi. Ok? Du coup, là, on a notre kilomicron d'ailleurs. Donc, le cholestérol, il est inclus dans le VLDL pour fournir ce cholestérol également aux cellules périphériques. Donc, d'un côté, les VLDL, on va les synthétiser, enfin, le foie va les synthétiser pour fournir des acides gras, mais également pour fournir du cholestérol. On vous dit que les VLDL, ils ont à leur surface, ça c'est hyper important, il faut bien connaître les marqueurs. Donc,
le type d'apoprotéine qu'il y a au niveau de chaque truc. ApoB100, ApoE et un pot d'ApoC2. Ça, c'est un C et c'est du 2. OK? Donc, il faut bien connaître les marqueurs. On nous dit que le fait qu'il y ait d'emblée du C2, ça va permettre au VLDL d'être directement délipidé en circulation dès la sortie du foie par la lipoprotéine lipase extra-hépatique. C'est une action rapide. Comme on nous a dit, 1 heure. Est-ce que c'était pour le kilomicron? Non, je crois que c'est pour le kilomicron, non? Ouais, c'est pour le kilomicron. Non, mais c'est rapide aussi pour le VLDL. OK? Donc, on nous dit qu'il existe une possibilité d'enrichissement par échange avec les HDL circulants, mais on s'en fout. On vous dit qu'il faut bien comprendre que le rôle des VLDL est double. De part, ils fournissent des acides gras et ils vont fournir du cholestérol qui va être ensuite hydrolysé. On vous dit que l'hydrolyse des triglycérides des VLDL, c'est qu'elle va être plus lente que l'hydrolyse des triglycérides des kilomicrons. Donc, les kilomicrons, l'hydrolyse, on a dit que c'était 1 heure. Donc là, elle est plus lente. OK? On vous dit que c'est donc une demi-vie accrue, en fait, le fait que ce soit dégradé plus lentement. Sous l'action d'une enzyme appelée la LSAT. C'est la lécithine cholestérol acétyltransférase. OK? Donc, on nous dit que cette LSAT, elle est sérique. Elle va être capable d'hydrolyser les acides gras des lécithines présentes pour estérifier le cholestérol libre. OK. Donc, on nous dit qu'au fil du temps, ces VLDL vont s'appauvrir en triglycérides, vont s'enrichir en cholestérol estérifié pour aboutir en une particule d'une densité donc plus élevée que le VLDL, qui est le IDL, intermédiaire en gros, mais je crois qu'il n'est pas dans le schéma. Est-ce qu'on l'a dans le schéma? Non, on a directement les LDL, nous, les lots. On n'a pas les intermédiaires, donc on s'en fiche un peu. Mais en tout cas, il faut savoir que le VLDL, il ne se transforme pas directement en LDL, il va se transformer en IDL entre-temps. On vous dit que le VLDL au départ du foie et les LDL, c'est surtout ce qu'on va retrouver au niveau du sang. IDL, particules à densité intermédiaire. Donc, on vous dit qu'ils n'ont pas une vie très longue, qu'ils vont continuer de perdre leur contenu sous l'action de la lipoprotéine lipase et qui vont continuer de s'enrichir en cholestérol estérifié sous l'action de la LSAT. OK, toujours pareil. Catabolisme des LDL. Donc, ils emmènent le cholestérol aux cellules périphériques. Leur catabolisme, on vous dit qu'il est entièrement intracellulaire et que l'apoprotéine reconnue, c'est l'ApoB100. ApoB100 cette fois. Ils vont se lier au récepteur, endocytose, donc, avec recyclage de leur récepteur, comme vous avez pu voir en biocell. Et ensuite, on a une acidification progressive, ce qui, du coup, elle les dégrade. Le récepteur est recyclé, donc lysosome. Là, vous devez faire plein de liens entre les lysosomes, recyclage des récepteurs. En plus, vous en avez vu des LDL sur les schémas de biocell. Donc, vraiment, faites plein de liens. C'est hyper important. Ça vous permet de retenir encore mieux. Et ce schéma-là, mais vous avez quasiment le même dans vos schémas de biocell. Donc, c'est super. Au moins, là, c'est tout bénef. On vous dit qu'à l'intérieur des lysosomes, les apoprotéines B100 vont être dégradées en acides aminés, alors que le cholestérol estérifié va être hydrolysé en cholestérol libre et il est incorporé forcément aux membranes de la cellule puisque le cholestérol, il est utilisé pour les membranes. OK. Pathologie, on a la mutation de PCSK9. Ça aussi, il y avait eu un ED à l'époque sur la PCSK9, donc c'est hyper important. Qui la rende moins active ou inactive. OK. On vous dit qu'on peut avoir une répression de la synthèse endogène de cholestérol par l'inhibition de l'HMG-CoA réductase. Donc, par l'inhibition de ça. OK? Par l'inhibition de la troisième étape. On a une inhibition par le cholestérol intracellulaire de la synthèse et du recyclage des récepteurs au LDL. OK, bon, rien de compliqué. Alors, on passe au catabolisme. Je ne sais pas pourquoi je me suis affolée, c'est juste au catabolisme des HDL. Donc, elles peuvent se débarrasser les cellules d'un excès de cholestérol en mettant en œuvre les HDL, donc les High Density Lipoproteins. On vous dit qu'ils sont formés également en permanence au niveau du foie et de l'intestin, cette fois-ci. Donc, si on vous met intestin, vous mettez oui. On vous dit qu'elles sont riches en apoprotéines, cette fois-ci d'ApoA1 et d'ApoC2. Donc, on n'a pas d'ApoB100. d'ApoB100, on n'en a pas ici.
On vous dit qu'au départ, on a peu de lipides, peu de cholestérol dans les HDL. On a surtout des phospholipides de type lécithine en surface. Donc, en gros, ils ont une forme de disque puisqu'ils ne sont pas gonflés. Ils ont pas de contenu hydrophobe puisqu'on a presque pas de contenu hydrophobe à l'intérieur. Dans la circulation, on vous dit que ça va être en contact avec les membranes et que progressivement, ça va se charger en cholestérol libre, cette fois-ci, qui va être ensuite rapidement estérifié, cette fois-ci par la LSAT. Donc, toujours par la LSAT. Et qui gagne, du coup, le centre de la molécule. On vous dit qu'on a aussi un échange entre les autres lipoprotéines pour les ApoC2 au kilomicron et au VLDL. Genre, ils vont faire en gros un échange de leur apoprotéine qui est en surface et un échange des lipides, qui est cet échange bidirectionnel. Protéines de transfert des esters, on vous dit que c'est le CETP. Ok. Ça, on s'en fout. L'hypoprotéine athérosclérose, on vous dit que quand ça s'accumule, en fait, ça nous fait des plaques d'athérome. Donc, c'est une surcharge lipidique ou en cellules spumeuses. Donc, c'est les plaques d'athérome. C'est en fait, c'est quand on a les artères bouchées, quoi. Hein. Ok. C'est l'athérosclérose qui peut nous former donc des caillots sanguins et des AVC, donc les accidents cardiovasculaires. On vous dit que les HDL, ils assurent la voie de retour du cholestérol et du retour des cellules vers le foie et du foie vers la bile. Donc, on a un mécanisme d'élimination du cholestérol. Et voilà. Et c'est là où on induit la notion de bon et de mauvais cholestérol. Le bon cholestérol, c'est les HDL. Donc, c'est ça, c'est les HDL. En voie d'élimination, attention, hyper important, c'est en voie d'élimination. On vous dit que c'est un facteur de risque négatif. En gros, il est bon. Le mauvais cholestérol, par contre, c'est celui des LDL, donc des plaques d'athérome, et c'est celui qui a une grosse densité. Ok ? Attendez, je vais vérifier si c'est bien celui qui a une grosse densité. Voilà, pourcentage de lipides très forte. Ok. Et donc, plaques d'athérome sur les artères, nanana. Donc, les HDL, on vous dit qu'ils assurent la voie de retour du cholestérol. Et que le bon cholestérol, donc, c'est le HDL. Le mauvais cholestérol, c'est celui des LDL, donc je vous l'ai déjà dit, et qui forme les plaques d'athérome. On vous dit que le cholestérol total, ça ne veut pas dire grand-chose, puisqu'il faut regarder en gros le ratio entre bon cholestérol et mauvais cholestérol. Et j'ai fini, on a fait une heure pile, donc c'est super. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que tu conseilles d'apprendre les schémas, tout ça? Lesquels de schémas? Ceux qui sont tout en haut? Parce que je crois que c'est tombé une année un schéma en lipides ou en glucides, je ne sais plus. Et du coup, est-ce que les schémas, faut vraiment les apprendre tous? Je vois pas de quel schéma tu parles parce que pour moi, dans les lipides, il n'y a pas de schéma pour moi. Ce qui est à apprendre, tu parles de la première partie déjà ou du deuxième partie? Oui, la première partie, il y a quelques schémas, ouais. Ou Attends. même en glucides aussi, en fait. Glucides, moi, je vous ai donné mes fiches, c'est ce que je conseille d'apprendre. Tout ce qui est sur mes fiches, c'est ce que moi, j'avais personnellement appris. Après, tu me parles de ça, toi? Non, il y a des schémas avec... en fait, on Ça, là? explique... Tout ça, là? Non, non, non. Tout ça, C'est non. beaucoup en glucides, les schémas, en fait, que je parle. En fait, on explique le texte, mais sous forme de schéma. Et du coup, apparemment, je ne sais pas si c'est important de savoir le schéma où et quoi, Attends, tu vois. je vais sortir les glucides. C'est sur les glucides, hein, toi, que tu as la question. Mais il y en a beaucoup en glucides, du coup. Alors, tu parles duquel? Tu parles de cela? Non, le schéma du cours. Enfin, des schémas qui sont dans le poly. Mais est-ce que tu as comparé avec mes fiches? Parce que je crois que c'est pareil, hein, ce qu'il y a dans le poly. J'ai pas des schémas comme ça. Attends, j'essaie de trouver. Puis sinon, je t'enverrai un message. Ouais, ça va, tu m'envoies. Mais moi, ce que je conseille d'apprendre, c'est vraiment pour les glucides, ce que je vous ai mis. Hein. Ce que je vous ai donné, moi, c'est ce que j'avais personnellement appris. Et pour les lipides, il n'y a pas de schéma à proprement parler. Genre, vous n'allez pas apprendre ça, quoi. Tu vois, on vous demandera jamais, on vous mettra jamais cette formule en mode ça, c'est quoi? Tu vois?
C'est vraiment ça qu'on va, si on va vous demander des trucs, c'est vraiment ça. Je pense que vous avez déjà aussi assez à faire avec tout ce qui est la biosynthèse du cholestérol, le devenir du cholestérol, etc. Le catabolisme du cholestérol. Donc ça, déjà, je pense qu'il y a assez sur ça à la base pour qu'on vous donne des trucs qui servent à rien. Et de toute façon, en cours, ils vous le disent. Donc attends, je vais aller voir à la fin du cours s'ils ont dit quelque chose de particulier. Mais non, tu vois, ils n'ont rien dit. Donc en général, ils sont pas... Enfin, ils n'essayent pas de t'avoir. Ce qu'ils te disent d'apprendre, en général, ça tombe. Et sinon, ils vont pas te faire apprendre des trucs qui servent à rien. OK? Ok, ça va. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors oui, aussi, juste plasma halogène, éther, ça, ils voulaient enlever les éthanolamines et tout. Donc, du coup, moi, dans ma fiche, vous les avez, mais vous les apprenez pas. Vous avez d'autres questions? Oui, non? Vous pouvez me répondre, hein. Non, personne? Bon. Alors, si vous n'avez pas de questions, tout baigne. Et voilà, je vous ai dit, c'est pas compliqué. Il faut bien comprendre. Une fois que vous avez bien compris, vous faites bien vos schémas. Moi, je vous partage mes schémas pour vous montrer un peu comment faire. Mais vous les apprenez, vous faites vos fiches, vous faites la façon la plus simple pour vous d'apprendre. Et normalement, ça va marcher comme sur des roulettes. Et comme d'habitude, vous faites bien les annales. OK? Bon, je vous Bien, souhaite une merci. bonne journée. Bossez bien et bon courage. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir.